On évoquait tantôt la Centrafrique où un groupe armé a décidé de claquer la porte à l'accord de paix signé. Nous étions sur le débat sur la Constitution, la modification que voulait introduire le président Touadéra. Oui, je parlais de la devise de Santeuil, reprise par la Cour constitutionnelle togolaise, les ex-code notamus, pour dire que ce que nous faisons, ce que nous écrivons, fait office de loi. Et le droit reconnaît les cas de force majeure. Hein? Le droit reconnaît cela. Et donc, quand à l'impossible, nul n'est tenu. Je suis parfaitement d'accord que la Cour constitutionnelle ne peut jamais décider ex nihilo. Il faut toujours partir des bases textuelles. Mais ici, on est à supposer qu'il y a une guerre ouverte, et que la rébellion est venue mettre la pagaille. L'État n'est pas tout à fait renversé, mais est déstabilisé. Qu'est-ce que la Cour peut faire? Mais en l'espèce, peut-être le rejet de la Cour signifie on les renvoie au Parlement pour revoir la Constitution. Oui, c'est possible, c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi. Mais ce qui est plus proche, ce qui est plus faisable, la Cour pouvait décider. Si la Cour décidait, personne ne peut. C'est la haute juridiction en matière constitutionnelle. Si la Cour décide, compte tenu d'un certain nombre de réalités du terrain, la Cour peut décider. Moi, je le pense vraiment. C'est vrai que les grands constitutionnalistes vont dire, certains vont dire non, mais d'autres, beaucoup aussi vont dire oui. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce que c'est à la Cour de décider ou c'est au Parlement de décider? Le Parlement, parce que le Parlement est là pour légiférer. Oui. Alors, donc, vous renvoyez au Parlement qui légifère, qui dit, bon, on va changer la disposition constitutionnelle. Oui. La Cour, elle n'est pas fondée à le faire. Non, elle ne fait qu'interpréter la loi. Oui, ça dépend. Oui, justement au niveau de l'interprétation là. Oui, c'est ça. D'après ce que moi j'ai appris au niveau de leur constitution, c'est que ces situations ne sont pas prévues. Donc il est très difficile de donner une interprétation à quelque article que ce soit. On ne peut pas avoir une constitution sans cas de force majeure. Justement, eux, ils l'ont pas. Eux, ils l'ont pas. C'est plus compliqué. De toutes les façons, cette analyse aurait pu être plus objective si nous avons cette constitution sous les devant yeux. nous et sur les articles sur lesquels la présidence se base pour demander la prorogation de son mandat. Ils n'ont pas fait eux aussi non plus ex nihilo. C'est sûr qu'ils ont interprété la Constitution d'une manière avant de demander cela. Mais maintenant, c'est parce que ça ne prend pas l'assentiment des juges constitutionnels. C'est pour cela qu'ils ont décidé comme tel. Mais moi, jusque-là aussi, moi, je vois toujours la main de la France derrière, la main de l'Occident, qui peut tout faire pour fragiliser celui qui n'est pas très docile, celui qui n'est pas 100% acquis à leur cause, celui qui les met en difficulté. Et c'est pour cela, d'ailleurs, après l'échec là, ils sont partis réveiller encore cette rébellion, mais ne voulant pas qu'ils aillent dans le sens des accords. Et donc, c'est des choses bien prévues. À partir du moment où il a en tête le second mandat, ça le fragilise. Et puis, s'il y a une rébellion qui s'ouvre aussi quelque part, bon, mais tout l'accord est à l'eau. De toute façon, là où il y a une partition, partition du pays, on ne peut pas dire qu'il faut aller obligatoirement vers les élections. Gbagbo l'a fait, il s'est mordu les doigts. C'est comme ça. S'il y a une partition, même les Nations Unies reconnaissent ça. S'il y a une partition du pays, on ne peut pas demander au président d'organiser des élections. Les élections se font dans un pays unifié, c'est comme ça. Alors, il va être difficile dans ce contexte où une rébellion s'est réveillée, dit je quitte l'accord de paix, on a une situation sanitaire compliquée, les élections doivent se faire dans quelques mois. Tout ça, c'est un cocktail compliqué et explosif. Oui, les pires cas ont été relevés en Guinée. Et je ne vois pas pourquoi les gens vont s'entêter à aller forcément à une élection. C'est vrai que les Occidentaux sont forcément derrière cette rébellion parce que qui les finance? Ils ont trouvé les armes où? C'est ça. Donc c'est ça. Et à travers le Tchad qui est devenu le bras armé de la France en Afrique, avec des dizaines de milliers de soldats qui ont à un moment donné intervenu en Centrafrique.
et qui serait... parce qu'il y a, au-delà de la guerre politique et stratégique, il y a une guerre religieuse aussi qui se produit. La Centrafrique est d'obédience chrétienne et animiste. Là, on veut transporter une certaine connotation, comment on l'appelle, musulmane, en Centrafrique à travers le Tchad, ce qui n'a pas réussi. La France, son problème, c'est d'avoir ses intérêts, c'est tout. Donc aujourd'hui, on peut toutefois essayer de vouloir manipuler, parce que tout ce qui se passe peut aller dans l'intérêt du président actuel, parce que plus il y a le Covid-19, plus il y a une instabilité dans le pays, on ne peut pas aller aux élections. Donc ce que le camp présidentiel demande, de repousser les élections, se trouve être normal. Sauf que la Cour constitutionnelle vient de prendre une décision. Dieu seul sait si elle va revenir sur cette décision. Non, parce que c'est une rébellion qui est en train de naître. Est-ce qu'on peut aller... Si la Cour pense qu'on peut aller dans des élections dans ces conditions, il appartient au Parlement d'en décider. Si le Parlement dit non, la Cour est obligée de se raviser. Même si elle a dit le droit, parce que les faits sont têtus. Puisque si le Parlement dit non, ça veut dire que le Parlement va aller dans un sens de la modification de la Constitution. Justement, ouais. Justement, parce qu'il y a des analyses qui font sur le droit et des analyses qui font sur le fait. Ici, nous parlons de fait. Les faits, c'est qu'il y a une rébellion qui est en train de naître. S'il y a une rébellion qui descend du nord vers le sud ou de l'est vers le sud, on ne peut pas organiser des élections dans ces conditions. Autrement dit, on ne peut pas dire le président de partir et qui va laisser le pays comme ça. Non. Donc, pour préserver la sécurité, le président est obligé de continuer. Kabila en a fait pendant 2 ans. Beaucoup de chefs d'État. Kabila en a fait. Moi, je n'adule pas ce genre de choses. Mais même si... Même si, justement, comme ça. Certains le font de façon intentionnelle pour pouvoir sauvegarder leurs acquis et leur pouvoir, à un moment donné, il va falloir comprendre que nous risquons de nous faire tuer tous à cause d'une rébellion qui n'a pas de tête ni queue, mais qui a été fabriquée de toutes pièces par l'Occident et qui risque de nous nuire tous. Les Séléka et les anti-Balaka, tout ça là, toutes les étiquettes qu'on leur a collées, et c'est des choses qui ont été fabriquées de toutes pièces par l'Occident, c'est comme on le voit aujourd'hui au Mali. Donc aujourd'hui, je pense que, j'applaudis ce président centrafricain, et j'en appelle à tous les chefs d'État, je n'en ai pas confiance, mais à tous les militants panafricanistes africains, de soutenir ce... Malheureusement, ils ne sont pas décideurs. C'est les chefs d'État qui sont des décideurs. L'influence y arrive toujours. Le cas du Mali, qu'on a vu hier avec Mamadou Diko, qui a on va en parler tout de suite. Vous nous donnez donc cette pêche pour en parler. On va au Mali évoquer donc la situation du président Ibeka qui visiblement est en zone de turbulence. En tout cas, des milliers de manifestants ont bravé vendredi le risque de contamination au coronavirus pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il répondait ainsi à l'appel du puissant imam Mahmoud Diko, reconverti à la politique depuis qu'il a lancé en septembre 2019 la structure de la coordination des mouvements, associations et sympathisants CMAS, d'autres mouvements de la société civile, des partis d'opposition venus de Bamako et de tout le pays ont rejoint le cortège qui s'est lancé depuis la place de l'Indépendance à Bamako. Si la démission du chef de l'État a cristallisé l'attention, les raisons de se mobiliser ne manquent pas pour les Maliens entre crise sécuritaire, économique et sociale. Alors, un point sur lequel je voudrais qu'on axe d'abord cette discussion, c'est l'attitude de Mahmoud Diko. C'est un imam très influent qui glisse sur un terrain politique. Moi, je me rappelle le débat qu'a suscité l'émission des religieux ici au Togo en politique. Ce qu'on voit au Mali, c'est cas d'école? Non, ils l'ont toujours fait. Non, c'est pas un cas d'école. Ils l'ont toujours fait. Vous vous rappelez du cas de ATT? Ouais, c'est les religieux qui sont montés au créneau pour dire que ATT ne fait pas l'affaire, ne répond pas valablement face à ces rébellions qui sont suscitées de gauche à droite. Et si vous allez, vous savez que entre-temps ou pendant longtemps, le Mali et le Sénégal formaient un seul État. Oui. Et donc, quand ils parlent de Mali, ils parlent du Sénégal. Vous voyez l'influence des confréries religieuses dans ces pays-là. Si vous allez au Sénégal, vous allez voir. Confréries des Mourides, des Tidjanes. Ils prennent ouvertement position politiquement. Et donc, ici, c'est ça. Il s'agit de la patrie. Il s'agit de la patrie. On ne peut pas écarter 100% l'influence des religieux parce que après tout, c'est eux qui forment les citoyens. C'est eux qui moulent les citoyens à être des citoyens. Oui, mais là, on a un religieux qui est descendu dans l'arène, qui demande la démission du président de la République. Oui, face à quoi? Il ne voulait pas prendre sa place. Ce n'est pas ça. Ça dit qu'ils sont menacés par une guerre. Et pour eux,
face à cette guerre, l'État devait répondre valablement. Mais l'État a démissionné. Et vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, quand ça s'est passé, comme par magie, on a trouvé le chef d'AQMI, on l'a tué, on l'a annoncé. On nous dit que déjà 3 jours auparavant, le chef d'AQMI a été tué par l'armée française. Vous voyez? Donc on faisait tout pour mouler la chose, pour dresser la chose dans ce qui est prenant. Mais les Maliens ne mangent pas ça. Ce plat est indigeste pour les Maliens. Ils savent que ceux qui disent qu'ils ont retrouvé aujourd'hui, alors qu'ils avaient tous les moyens de le faire, qu'ils ont retrouvé aujourd'hui le chef d'AQMI pour pouvoir le tuer, pouvaient le faire des années avant, pouvaient le faire des jours avant. C'est eux qui financent cette rébellion, c'est eux qui les surveillent, c'est eux qui les téléguident, c'est eux qui savent qu'ils les surveillent avec des drones, avec beaucoup de systèmes de surveillance et qu'on connaît leur mouvement. C'est eux qui leur fournissent des armes. Mais subitement, quand on a dit que face à cette rébellion, étant donné que l'État malien a démissionné, il faudrait que celui qui incarne l'État puisse démissionner de fait, alors là, et de droit, alors là, immédiatement, on a trouvé ce chef rebelle pour le tuer, une façon d'envoyer un message à la population malienne pour dire que, oh, effectivement, il répond, il est présent. Non, non, non. Donc, je pense que ce que les religieux réclament, c'est la paix. Et pour eux, si cette paix peut passer par le départ de IBK, il faut le faire. Ce n'est pas des religieux qui veulent positionner d'autres hommes politiques. On ne sait jamais parce que non, ce n'est pas IBK ça. était très proche de Mahmoud Dicko. Oui, mais bien sûr. Sans son influence, IBK ne serait pas au Bien pouvoir. sûr. Mais attends. Si c'est lui qui voit que le monsieur ne répond pas, alors là, il fait bien. Oui, il joue au faiseur de roi, là. C'est lui qui a positionné le pion. Ils l'ont toujours fait. Chez eux, là-bas, ils l'ont toujours fait. C'est ce que je dis. Au Sénégal, ils se sont toujours réclamés de ces obédiences pour pouvoir bénéficier des voix. De ces on sait que Mahmoud Dicko est très puissant. Je me rappelle, en 2019, il avait organisé une manifestation. Il demandait le départ du Premier ministre Soumeïlo Boubèye Maïga. Il a démissionné quelques jours après. Là, il réclame le départ d'IBK. Ça va se faire ou bien on va en parler en coulisses pour tempérer les choses? Mahmoud Dicko, il est puissant, mais il faut s'en méfier. Je le dis parce que la vérité qu'il transporte sur sa tête, avant de mobiliser les Maliens, beaucoup ignorent. Quand le monsieur dit qu'il a tendance à négocier avec les djihadistes, alors que le gouvernement malien opte pour mater les rébellions sur la même ligne que la France, mais qui joue à l'hypocrisie. Il faut s'en méfier. Parce que laisser Mahmoud Dicko aller dans un sens large à une évaluation politique, c'est remettre en cause la laïcité du pays, du Mali. Dimas l'a dit, au Sénégal, on a des confréries mourides, Tidjane et autres qui sont influents. Ça aussi, moi, je suis contre. Parce que quand nous sommes dans un État laïque, il faut respecter les règles qui régissent un État laïque. Il ne faut pas toujours mettre en avant sa religion. Parce qu'il y a même minoritaires, il y a des religions qui sont dans le pays, en dehors de la religion musulmane. Ça, moi, on n'oublie pas que le Sénégal a été dirigé par un catholique, donc ce n'est pas un problème. Le Burkina a été dirigé par un chrétien. Catholique, oui. Pourtant, 95% des populations burkinabées, mais quand tu vois Burkina, les élites pratiquement sont des chrétiens. Ouais. Mais les musulmans ne trouvent pas le contraire de ça. Si le pays va bien, c'est tant mieux. C'est pour vous dire qu'en réalité, l'acte social que pose Dicko ne me gêne pas. Parce que le président IBK est un pantin de la France qui est là, surtout son second mandat est un mandat de trop, un mandat fabriqué. C'est les Maliens qui ont voté pour lui. Hein. Aucun Malien n'a voté pour ce monsieur. Comment aucun? Ne me demandez pas. Il y a des Maliens qui ont voté, peut-être pas majoritairement, oui, mais pas aucun. Je ne voudrais même pas aller dans le sens de sa locution. Il est comme le président Paul Biya. Lui, il avale tous les mots. C'est pas un enfant, il est âgé, non? Oui, il y a des gens plus. Wade avait 86 ans avant de diriger le Sénégal. Mais Wade avec une locution, une tonation claire. Ce n'est pas sur ce terrain. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Ça,
c'est lié à sa personne et peut-être à une pathologie, je ne sais pas. Mais quand le monsieur est inapte à diriger un pays de ce rang, ce sont ces genres de personnes qui vont émerger. C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça. Aujourd'hui, le Mali est à terre. Sécuritairement, le Mali est à terre. On me dira que ça a commencé par celui qui a fait tomber la dictature de Traoré. ATT a commis le mal de laisser la rébellion descendre. Et ça, c'est la France. La France est responsable de tous nos maux. Mais bien sûr. Si nous accusons la France. Dans les précarés français, je dis, dans les pays francophones, quand ce pays qui décide, est entré dans un cercle qui n'est pas le sien, comprenez, quand vous réécoutez les discours de De Gaulle dans les années 40-46, quand il faisait la communauté, il faut réécouter au Congo, en Centrafrique, avant d'arriver en Guinée. Quand vous écoutez, mais ce monsieur se prend pour quelqu'un qui est sur un territoire qui est conquis. Mais c'est comme ça. C'est ça. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé ce monsieur de Gaulle. Je m'en fous de tout ce qui dit le contraire. Moi, je serai président au Togo où un ministre, il n'y aura aucune rue qui sera rebâtie. Tu n'es pas sa rue femme, de Gaulle. donc, même si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave. Non, ça c'est mon avis. Hein. Oui, je le refuse. Et ça mérite d'être respecté. Je n'ai rien contre le monsieur qui est un tel général, qui a fait des efforts, mais qui a été un général qui a fui d'ailleurs. Qui a été aidé par... Il a fui. C'est un pan de l'histoire qu'on aime cacher. On aime cacher. On peut le présenter comme ce Il a fui. Alors que c'est quelqu'un qui a été aidé par des milliers d'Africains, des dizaines de milliers d'Africains, des pieds noirs algériens. On les a forcés. C'est ce que je dis. C'est pour ne pas dire ça. Donc que ce monsieur-là, que les politiques français fassent une face économique de tout ça. Revenons au Mali. Pour revenir au Mali en disant que Ibeka risque de ne pas finir son mandat. Parce qu'il y a un discours que le monsieur a sorti. Il a largué cette association. Lui-même, il n'est pas au devant. Il a largué cette association, ce mouvement de soutien qui risque de se constituer en parti politique. Ce que je crains, c'est des vérités islamistes. C'est des vérités islamiques et autres que je crains qui puissent arriver. Parce que lui, c'est un imam, au-delà de tout. Oui, on parle de... On dénombre les manifestants entre 20 000 et 1 million. Mais en tout cas, quand on voit la vidéo, c'est un monde fou qui est sorti. Ça veut dire que Mahmoud Dicko mobilise véritablement. Mais vous avez dit tantôt, en rappelant l'histoire, on a eu ATT, Dicko s'est organisé pour dire il laisse venir la rébellion. Ouais. Sanogo a fait son coup d'État. On a vu la situation dans laquelle le Mali se trouve. C'est lui qui a soutenu Ibeka pour qu'il soit au pouvoir. Lui aussi, ses castings, ça pose problème, finalement. Mais est-ce qu'il a le choix? C'est ce qu'on présente devant lui, c'est ce qu'il soutient. Je suis sûr que Ibeka est parti négocier quand même auprès de lui, sa montée au pouvoir. Vous savez, à l'époque, qui aurait pu douter de Ibeka? C'est un vieux briscard de la politique malienne. Il est dans les arcanes politiques du Mali depuis des années. Il se présentait d'ailleurs lui-même comme un faiseur de roi, puisque quand il appuyait un président à l'époque, le président de notoriété, et donc lui-même, on pensait qu'il pouvait faire l'affaire. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et à l'œuvre, on a vu que sous Ibeka, pratiquement, on voit que l'État n'existe même plus. On voit que c'est cette rébellion qui dit ça, qui fait sa loi dans ce pays. Et au-delà de ça, on voit un pillage systématique des ressources du Mali organisé, bien organisé sous lui. Et du centre jusqu'au nord. Et l'État est impuissant. C'est là où les Maliens sont derrière Dicko. Ce n'est pas obligatoirement pour des raisons religieuses. J'ai vu le développement d'Ambroise, je suis parfaitement d'accord. Il faut respecter la laïcité, mais il faut quand même quelqu'un pour porter la voix de la majorité des Maliens. Non, ça aussi, je suis d'accord. Socialement. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai, son cas pose problème. Mais est-ce qu'il en a d'autres devant lui? Il a le choix? Non, je ne pense pas. Mais je pense que qu'il réussisse ou pas, c'est quand même une grande plaie donnée à la France-Afrique qui sévit au Mali. Et la France doit prendre ça en compte. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont précipités pour tuer, entre guillemets. Qui sait s'il est mort réellement? On peut le décréter mort, on peut le changer d'identité, on peut le faire quoi. D'ailleurs, demain, on peut encore revoir ce monsieur à la tête
ou bien en dessous, on lui on lui fait simplement changer de nom. Quand la France déclare que le monsieur a été tué, qui a vu le corps, même si on voyait un corps, les Américains ont dit authentifié. Ouais, ils peuvent le faire. Ils sont tous en connivence. Il est tué politiquement, hein, et annoncé pour un coup de com'. Mais la réalité aussi, c'est que ça a donné quand même un coup dur à cette organisation de France-Afrique. Et tout le monde voit que la forteresse de cette Centrafrique, de France-Afrique, est ébranlée. Maintenant, tout le monde se tient la tête. Il y a des scénarios qui se développent. On va voir, faut-il maintenir IBK? Faut-il le faire partir? Alors, est-ce qu'on a trouvé réellement quelqu'un qui peut faire l'affaire? Mais vous allez voir que peut-être quelqu'un va donner l'impression, mais aussi longtemps que l'Afrique restera disparate dans ses prises de position et qu'on nous servira lors des grandes rencontres entre les chefs d'État, qu'on nous servira simplement ces discours politiques sans jamais se mettre d'accord sur une unicité d'action, une unicité d'armée, une unicité économique. Chaque État sera fragilisé dans sa partition. Mahmoud Dicko, lorsqu'il a pris la parole lors de la manifestation, il a eu cette phrase: IBK n'aime pas les ultimatums, mais cette fois, s'il ne nous écoute pas, il verra pire qu'aujourd'hui. Ça, c'est une menace carrément. Plus qu'une menace, parce que le fait même d'avoir mobilisé des dizaines de milliers est déjà une menace. C'était une menace de fait physique que le président devait prendre sérieusement en compte. Mais sauf que c'est un président qui ne peut pas vouloir se plier, à part orgueil, lié à nos chefs d'État en Afrique, au désidérata d'un idéologue islamiste ou religieuse qu'il connaît bien et qui, par enchantement, il sait bien qu'il peut le déloger à tout moment par la rue. Vous savez, il y a toujours deux pôles dans cette manière de gérer les pays africains. Quand la France installe des bases, cette base-là qu'ils ont installée au centre et au nord du Mali, ce n'est pas forcément pour lutter contre des djihadistes. C'est pour protéger leurs protégés qui sont au pouvoir. Quand ça va péter, il y a des accords de défense. Sur tous ces pays-là, le Mali, le Congo, le Gabon, c'est la France même qui impose l'accord de défense avec des lignes qui signent. Protéger leurs hommes et en même temps protéger leurs intérêts. Oui, c'est ça. Les minéraux qui sont en train c'est ça. de piller. Donc, Dicko, la France est en train, actuellement là, alors nous parlons là, la France est en train de trouver des solutions à Dicko. L'assassiner peut-être, c'est-à-dire le mettre hors d'état de lui, serait extrêmement dangereux pour l'État malien et pour les intérêts français. Maintenant, chercher à négocier avec un proche de Dicko qui puisse remplacer à la fin du mandat de l'autre un pays pour que la France puisse continuer à garantir ses intérêts au niveau des mines, de l'or surtout, de l'or. Je parle de l'or. Parce que des lingots d'or quittent le Mali, le centre, tous les mois, toutes les semaines. Pourquoi le Mali, avec les soldats maliens, n'arrive pas à franchir le centre pour aller au nord? Et puis, ils ne collaborent pas, les forces françaises ne collaborent pas avec les Nations Unies. S'ils collaborent, ils vont se rendre compte. Ah oui. Il y a des forces des Nations Unies qui seront obligées de dire la vérité. Ouais. Parce que les Nations Unies, on peut beau accuser les Nations Unies. Mais il y a une part de vérité qui sort toujours des Nations Unies. Il y a des gens qui sont honnêtes dans les Nations Unies. Ces forces ont été mises de côté. Carrément. Et c'est les forces françaises. C'est quoi cette histoire-là? Vous savez, moi, Ambroise Pondio, on serait même un peu 1000 ou 10 000 en Afrique. Ce pays même va se chercher. Alors, la France va se chercher. Il y a eu une dernière revendication qu'on a lue sur les pancartes, que je voudrais qu'on en parle. C'est il réclame la libération de Soumaïla Cissé. Ça fait plus de 2 mois qu'il est aux mains de djihadistes. On ne semble pas avoir de nouvelles de lui. On ne sait pas si les lignes bougent véritablement pour sa libération. Non. Et ça aussi, c'est la France qui décide. Si la France décide aujourd'hui que Soumaïla Cissé soit libéré, c'est Soumaïla Cissé, non? Qui a fait même prendre le monsieur. Oui, ben c'est ça, il sera libéré à la minute. À la minute. Vous avez lu, Charles Blé, les confessions que l'ex-rebelle a faites à Charles Blé Goudé. Vous avez vu comment le cercle infernal... C'est tout un lobby, qui couvre... Tout un réseau, quoi. Oui, ben c'est ça. Ben, on a vu l'épouse de ATT en France utiliser des billets
payer des billets estampillés à leur insu, à l'insu des rebelles, hein, mais des billets payés aux rebelles pour libérer des otages français. On a vu l'épouse de ATT utiliser cela en France. Mais vous voyez le cercle, ceux qui bénéficient. Il faut dire à un moment donné, ça s'arrête pas. Il faut qu'on arrête ça. C'est les dirigeants africains qui nous tuent. C'est nos dirigeants, les chefs d'État, des hypocrites, des peureux. Bon, mais c'est eux qui sont nos problèmes. Quelque part aussi, est-ce qu'ils ont le choix? Ils ont le choix. À partir du moment où il y a pas l'unicité d'action, s'ils décident ensemble, parce que comme le président burkinabé, il en a marre. À un moment donné, quand vous lisez. Oui, mais de façon seule, tu te lèves maintenant. Avant, on les tuait systématiquement par coup d'État. Maintenant, on allume une rébellion. On allume des terroristes, des bases terroristes. C'est le cas du Burkina. Et puis vous n'arrivez pas à gérer. On rend le pays ingouvernable. Même le Niger est prêt à s'engager. Parce qu'il voit qu'au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, on est maintenant contre les coups d'État. Et donc, se lever et fomenter des coups d'État contre des chefs d'État, non, c'est toute la communauté internationale qui va décrier cela. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer, il faut rendre le pays ingouvernable. Donc, on allume des bases de rébellion par ici, des terroristes qui sévissent par là, et puis on rend le pays ingouvernable. Mais voilà, tous les chefs d'État regardent sur ça. Faut-il sur des hypocrites, y compris parce qu'après c'est aussi votre population qui paie le tribut. D'abord les gens s'en foutent de nous, les gens fabriquent de l'Ebola, du sida pour nous décimer. Mais voilà, ils s'en foutent même. Quand ils voient que les quoi là ne passent pas, ne marchent pas, c'est les maladies. On passe par la guerre bactériologique. Les gens qui couchent avec les animaux pour nous envoyer des maladies ici. Depuis quand un Africain couche avec une animal? On va dépassionner, on va aller à la grande pause. On revient après.